Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Radio J. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Aujourd'hui, mon invité a de multiples talents. Il est comédien, auteur, animateur et aussi musicien, guitariste émérite. C'est à l'occasion, entre autres, de la sortie de son nouvel album Esperanza que j'ai le plaisir de recevoir Yvan Le Bolloc. Salut Yvan, comment allez-vous ? Ouais, très bien, merci Fred, merci de me recevoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on se disait à l'instant hors micro que j'étais très honoré parce que c'est la toute première fois que je suis invité à Radio J. Faites un vœu, Yvan. Et donc, je fais un vœu, voilà, c'est fait. Pourvu qu'il nous enlève la réforme des retraites. J'ai le droit à celui-là ? Yvan, nous allons parler musique. Tu me demandes de faire un vœu. Vous me demandez de faire un vœu, je m'exécute à l'instant. Alors moi, le vœu que je voudrais faire aujourd'hui, puisque votre album vient de sortir, le groupe Yvan Le Bolloc et sa guitare, un nouvel album Esperanza. Yvan Le Bolloc et sa guitare, c'est qui sa guitare ? Alors avant c'était Yvan Le Bolloc et ma guitare s'appelle Revient. C'est ça. Et maintenant c'est Yvan et sa guitare. Et maintenant c'est Yvan Le Bolloc et ma guitare parce que c'était trop long, ça rentrait pas sur les affiches. Donc c'est devenu Yvan Le Bolloc et ma guitare. Pourquoi Yvan Le Bolloc et ma guitare s'appelle Revient originellement ? C'est que il y a bien des années, j'étais en train de tourner un film dans le sud avec Jean-Pierre Mocky et je m'étais mis à la rumba flamenca. Oui. Et un soir de bringue avec des gitans, j'avais demandé au régisseur du film de me présenter des gitans parce que j'étais en plein travail, chemin initiatique pour apprendre. Guitaristique pour apprendre le fameux secret du compas de la main droite, qu'ont les gitans et qui se refilent au cul de la caravane de génération en génération. Me voilà parti avec des gitans parce on tournait du côté de Béziers et terre gitane s'il en est, tous les héros évidemment, et donc on a fait une bringue ce soir-là. Ce soir-là, je me suis appelé Diego toute la nuit, j'ai fait bamboléo, j'ai déchiré Diego, ma chemise de joie. Et ça vous va bien, Diego, en même temps. Moi, je trouve que franchement, il y a peut-être eu une erreur à l'état civil au départ. Et donc, du coup, on a fait une bonne fiesta, et j'ai un peu trop fort appuyé sur la craie, comme on dit en Bretagne, et du coup, le soir, quand j'étais à l'hôtel pour me coucher, j'ai oublié de fermer les lourdes de la porte, de la bagnole, et on m'a piqué toutes les guitares. Et donc, du coup, c'est devenu Yvan Le Bolloc et ma guitare s'appelle Revient. Voilà. D'accord. Alors, Esperanza, pourquoi Espérance ? Pourquoi justement, c'est parce qu'on en manque cruellement aujourd'hui d'espérance ? Alors Esperanza, oui, enfin il me semble que oui, c'est pas ce qu'on trouve sous le sabot du cheval aujourd'hui, quoi. En ce moment, c'est pas très tendance. C'est pas la une. Tu allumes la télévision. Oui, c'est pas le mot qui nous vient tout de suite. Bon, voilà. Et quel que soit l'endroit du globe où l'on se trouve, tout ça est préoccupant. Enfin bon, je vais dire voilà, la montée des extrêmes, l'isolement de plus en plus flagrant entre les classes dirigeantes. Et la population, les conflits, où qu'ils soient, sociaux en France, armés à l'étranger, tout ça me soucie beaucoup, y compris chez vous, en Israël. D'ailleurs, si l'occasion m'est donnée, j'en profite pour tirer mon chapeau à tous ceux qui sont sortis en Israël pour lutter contre le projet de loi de Monsieur Netanyahou, qui visait donc à faire sauter la case Conseil constitutionnel ou enfin assimilé. Donc voilà, on a, moi vous savez, moi et les musiciens, et l'espérance, c'est un truc qui vous... on a juste ce qu'on a juste à offrir, nous les baladins, les troubadours, on a juste à offrir nos guitares et nos chansons en partage. C'est tout ce qu'on a, voilà. Et voilà, à partir de à partir de ce petit axiome, de ce constat, moi, dès que je peux déclencher un sourire, dès que je peux déclencher un petit clin d'œil, dès que je peux rendre service, je vous dis pas que je me poste à un carrefour pour aider les vieilles dames à traverser, ça serait mentir. Mais en revanche, dès que je peux m'investir avec votre art pour décorer la vie des gens, l'enjoliver, allons-y. Moi, je vous propose qu'on l'enjolive tout de suite avec un extrait de votre album. Alors là, je pense que ça redonnerait le moral à un dépressif chronique. Mas, on l'écoute tout de suite. Yvan, comment un Breton natif de Brest, un jour tombe dans le chaudron de la musique gitane? Ça se passe comment? C'est quoi le... C'est une question d'émotion, Frédéric. Pour moi,
je suis très évidemment né à Brest, frère de la côte, hein, parce que à Brest, quand tu regardes l'horizon, c'est l'Amérique, hein, c'est la terre promise, d'une certaine manière. Nous, peuple de voyageurs, qu'est-ce qui peut faire que je tombe littéralement en amour, sidéré par la puissance émotionnelle que m'évoque cette musique. Une rencontre, la rumba flamenca. Oui, ça part d'une rencontre, ça part en fait. Voilà, on va dire la vérité aux auditeurs. On se connaît depuis, ça fait quelques années. Ça fait un paquet de temps. Europe 1. Voilà. Et Europe 1, je crois qu'un soir, Europe 1, vous recevez les Gypsy Kings. Exactement. Voilà. Je reçois les Gypsy Kings et Jean-Luc Delarue, qui m'avait gentiment embauché dans son équipe à l'époque, n'est pas là pour interviewer ceux qui vont péter le top 50 en deux avec Joby Joba et Bamboléo et faire danser le monde entier et faire en sorte... Nicolas Riès et toute voilà, sa bande. On me dit, tiens, toi qui portes des chemises de mauvais goût... Camariès, donc. Il y a les Gypsy Kings qui sont en bas dans le studio. Vas-y, fais l'interview. Bon. Et donc, vous y allez. Et j'y vais. Je prépare quelques questions à la hâte. Et dès la première question, je sens que je vais pas... Comment dirais-je? Et que vous n'allez pas sortir indemne. C'est pas oui et non. Émotionnellement, j'entends. Non, pas émotionnellement. Non. Je dis que je ne vais pas mériter ma paye du mois parce que je pose une question. Notre boulot à nous, journalistes, c'est d'être accoucheurs d'une certaine façon. Bien sûr. Voilà. Et donc la première question que je pose à Nicolas et qui est la suivante. Je dis voilà, les Gypsy Kings, vous êtes un groupe de deux fratries. Déjà fratries. Je sens que là il y a un petit truc dans ses yeux. Oui. Je me dis oula, je vais le perdre. Et la question, la phrase d'après, c'est donc il y a deux fratries, les Baliardo, les Reyes, etc. Et donc j'imagine que vous êtes issus d'un peuple, comment dirais-je, stigmatisé, Oui, les républicains, qui a beaucoup souffert et qui ne veut plus souffrir. Voilà, et qui a traversé les Pyrénées depuis 36, Franco en Espagne, et qui est venu se réfugier en France. D'où prenez-vous vos influences? Et là, je l'avais perdu. Il me répond, eh ben, ça dépend. Et il s'arrête. Et là, t'es pas dans la merde. Tu vois, ça fait. Et alors, vos influences, etc. Il y a peut-être. C'était Nicolas que vous aviez. Et c'était Nicolas. Nicolas Riès. Voilà. Cette voix magnifique pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaîtraient pas les Gypsy Kings, la voix dans la corrida, cette voix magnifique qui fout l'émotion, qui fout la chair de poule dans la corrida de Francis Cabrel, c'est Nicolas Riès. Voilà. Et Chico était pas là. Non, il y avait pas Chico. Il y avait, je pense, Nicolas, Canout et puis d'autres. Et les purs et durs, quoi. Les frangins. Qui n'avaient pas forcément le sens du verbe, non, mais beaucoup plus le sens de la musique. Mais faut-il être naïf, comme j'ai pu l'être, pour espérer avoir une exégèse du flamenco en 2 minutes dans le studio d'Europe 1. Bref, je dis bon, écoutez, comme vous êtes venus avec vos guitares, on va faire de la musique. Et ben voilà, faites-moi un truc. Et puis moi, je me dis comme ça, j'aurai mon petit live, tu vois, et j'aurai quelque chose à rapporter le soir à mon patron. Ouais. Et donc là, ils me le font les yeux dans les yeux. Voilà, on est à peu près à 1 mètre, comme là aujourd'hui, oui, à peu près à 1,50 m de distance, comme si on ne devait plus jamais se revoir, ni eux ni moi, comme si je pouvais me faire renverser par un bus en sortant de la rue, comme si eux, ils pouvaient partir aux États-Unis à jamais, faire leur carrière là-bas. Et là, ils m'ont transpercé, ils m'ont oxy. En chantant une chanson qui s'appelle Unamor. Voilà, absolument. Voilà. Et voilà, là, j'avais les poils. Et vous avez dit donc maintenant, c'est ça que je veux. Voilà. Et je me suis dit, je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit à ma femme, écoute, un jour, je te jure, je te promets que j'arriverai à jouer comme les Gypsy Kings. Voilà, le breton est têtu, c'est une force qui va, parfois lentement, mais on arrive au but. Vous jouiez déjà de la guitare un petit peu ou absolument oui, pas? Mal, c'est ça. Très mal. Vous aviez commencé un petit peu, quoi. Oui, j'avais commencé. Vous jouiez Jeux interdits et c'est une maison bleue adossée à la colline. Oui, enfin, c'était un peu plus élaboré, mais Stewball, allez, Stewball. Oui, on faisait un groupe. J'avais un groupe à l'époque qui s'appelait Joe Groove
et son orchestre, et on faisait les fêtes de la musique. Je me souviens qu'à Europe 1, vous avez joué, vous aviez joué un soir. Voilà. Allez, on écoute Unamore, Gypsy King, la révélation musicale d'Yvan Le Bolloc sur Radio J, dans les chansons de sa vie. On écoute. Yvan, votre premier album, le premier enregistrement de l'album, c'est un amour tardif. Vous y venez un petit peu tard. Ah, oui. Vous étiez déjà animateur reconnu, un auteur reconnu avec Caméra Café dont on va parler tout à l'heure. Vous étiez au théâtre, vous étiez au cinéma. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on pousse la porte d'une maison de disques, Cristal, je crois, pour ne pas la citer. Non, c'est Columbia avec c'est Columbia au départ, l'excellente Valérie Michelin. Hein. C'est Valérie Michelin. Valérie Michelin, on va la présenter pour nos auditeurs. Elle a présidé aux carrières de plein de gens, notamment, on parlait de Francis Cabrel tout à l'heure. Cabrel, Julio Iglesias, voilà, Bruce Springsteen. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous arrivez avec des maquettes, avec des morceaux, ça se passe comment? Ça se passe comment, en fait, pour poursuivre la juerga, la fiesta qu'on a fait deux ans auparavant sur le tournage de Jean-Pierre Mocky, du film de Mocky. Les deux gars qu'on va me présenter ce soir-là sont deux gitans, et je ne sais pas qu'à ce moment-là, eux, ils sont très honorés parce que je connais 2-3 trucs qui sont propres à la culture gitane. Je pense à un groupe de Perpignan qui fait des cantiques religieux qui s'appelle Tecamélie, qui est à pleurer. Je vous conseille vraiment. Enfin, si vous aimez ressentir des émotions fortes, il faut les écouter. Il faut écouter ça. Et donc, ils étaient sensibles au fait que déjà que je la ramène pas, que j'arrive pas en terrain conquis, en disant voilà, laissez-moi vous éclabousser de ma science et de mon talent. Oui. Tu vois, je l'ai joué modeste. Comme un disciple. Voilà. Comme un élève, comme un mec qui apprend. Tu fermes ta bouche et puis t'es... Compagnonnage, voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Et ça, je pense qu'ils ont été sensibles à ça. Ils ont été sensibles aussi au fait que je connaisse cette culture, que je sois sur le chemin du Compas. Et donc, il me dit, alors qu'est-ce que tu fais ce soir ? Manel, et que fasses-tu, Manel, ce soir? Esta noche? Je dis, moi, ce soir, écoute, là, je tourne un film, je vais rentrer dans ma chambre d'hôtel. Et je vais apprendre mon rôle. Je vais apprendre mon rôle, et puis si j'arrive pas à m'endormir, je vais me gratter très fort le dos contre le crépi de ma chambre en regardant chasse, pêche et tradition, et voilà. Un truc chouette, quoi. Un truc chouette. Et là, ils me disent, écoute, on te propose autre chose, viens, on monte dans une Mercedes et laisse-nous faire. Et là, on monte dans une Mercos avec des jantes larges comme ça sentait fort l'eau de Cologne et la chaîne en faux plaqué. Et là, on a roulé vers la mer pour voir le soleil se lever. Et on avait des petites itinérances, des petits itinéraires comme ça. À gauche, on allait chez Pépinon dans une pizzeria du côté des Sainte-Marie-de-la-Mer. Après, on allait à Arles dans un café. Après, sur la côte, dans un camping. Et à chaque fois, il y avait des petites scènes qui étaient là avec des membres de la famille. Les guitares étaient branchées. On arrive, on fait un, deux, tres, bambolé. Et j'ai fait bamboléo toute la nuit. J'étais en lévitation. J'imagine. Et c'était un truc de malade, un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. On a même une bagarre générale à la fin parce que c'est toujours comme ça. Il y en a toujours un qui veut se confronter à un gitan pour voir si ce sont toujours les rois de la boxe. Je confirme, ce sont toujours les rois de la boxe. Et du coup, j'appelle. Et donc, c'est ce soir-là qu'on fait la fête. Et vous vous dites, là, maintenant, je vais faire un album. Non, ça vient pas tout de suite, parce que le matin, déjà, je constate que les guitares, on me les a chouraves dans la bagnole. J'appelle mes potes gitans, et là, ils sont absolument catastrophés. Parce qu'ils me disent, je te jure, Ivan, c'est pas nous. Je te jure, Ivan, c'est pas nous. Et donc, j'appelle ma femme, et je lui dis, écoute, prends le camping-car, on va finir l'été avec les gitans sur la côte. Et elle s'est exécutée, elle arrive, elle prend les oreillers, elle met les gosses dans le camping-car, ça descend dans le sud, elle me rejoint. Dans l'intervalle, les gitans, à midi, ils me confient à déjeuner, et là, ils arrivent avec une guitare, ils m'offrent une guitare, ils s'étaient cotisés pour aller chercher une guitare. Tu vois, et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un rêve, quoi. C'est-à-dire, comment j'aurais jamais pu imaginer rentrer, faire connaissance, éveiller mon esprit, ma curiosité. Et finir avec une guitare offerte, et de telle manière, en plus. Tu vois, et donc, et
Et là, du coup, le groupe s'appelle Ma guitare s'appelle Revient, ma femme déboule, on écoute leurs chansons, on continue à faire des concerts ensemble, et là, il y a 2-3 compositions qui traînent, dont une qui s'intitule Mi Café, qui va avoir le succès qu'on connaît, et je me dis, mais ce n'est pas possible que ce talent-là reste confiné au bar de plage et aux pizzerias. Je veux dire, ces gars-là, ils méritent de tout péter, quoi. Tu vois, ils ont un talent tel que, voilà, on va faire un bout de chemin ensemble. Et vous appelez donc Valérie Michelin. Et donc, alors après, il va se passer un petit temps quand même, tu vois. Voilà, je vais les faire venir chez moi, en région parisienne, dans le Vous travaillez avec eux, vous bossez avec eux. Voilà, on travaille un peu les chansons, les paroles, tu vois. J'essaye de mettre un tout petit peu, entre guillemets, de fond, parce que j'ai fait anglais-espagnol, hein, j'ai fait espagnol en deuxième langue. Oui, et attendez, quand même, là, puisqu'on parle de vos faits d'armes, instituteur à la base, quand même. Oui, major de l'école normale, quand même. Oui, merci de le rappeler. Et 4 ans instituteur. Ouais, j'étais 4 ans institut dans le 78, toujours. Mais vous saviez très bien que c'était pas votre truc, ça. Que vous faisiez ça en attendant. C'était absolument formidable d'être instituteur. C'était génial. Il y a un échange qui se fait avec les enfants, les gamins, bien sûr, qui est d'une richesse incommensurable. Mais vous sentiez bien que c'était un petit peu à l'étroit, quoi. À 24 piges. Il y avait d'autres rêves. Il y avait d'autres aspirations. Voilà. Et donc, on en revient donc aux enregistrements. Voilà. Et un jour, vous levez votre téléphone et vous appelez une copine en maison de disque. Exactement. J'appelle Valérie Michelin et fort du succès de Caméra Café et de la notoriété acquise avec ce programme, je m'enhardis et je vais voir Valérie Michelin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que un soir, 15 jours auparavant ou 3 semaines auparavant, il y a, tu sais, l'animateur là qui défend les vieux châteaux avec les toits, Stéphane Bern. Oui. Stéphane Bern, qui travaille sur. Stéphane, je t'embrasse. L'animateur qui défend les vieux châteaux, Stéphane, si vous nous entendez, on vous aime. Et il m'appelle, à l'époque, il présente Nulle part ailleurs, sur Canal, il m'appelle, il me dit, écoute, on a une couille là, il y a un artiste majeur qui s'est décommandé. Est-ce que tu peux venir avec avec tes copains? Et je lui dis, mais tu veux que je vienne, d'accord, mais moi si je viens, fais-moi faire de la musique, parce que là, tu vois, je raconte mon histoire, on est en train d'enregistrer, patati patalaire. Il me dit, ouais, mais attends, nous on est en direct. Mais je lui dis, mais attends... moi aussi évidemment qu'on va jouer en direct. Qu'est-ce que tu crois? Et donc, il me dit, rendez-vous est pris. 2 jours après, là, j'appelle les copains les Gitans. J'ai dit, vite, vous montez dans un avion. Et là, à quoi? J'ai dit, un avion. Et là, je dis, oh putain, ça y est. Alors là, les vraies difficultés commencent. Parce que faire monter un Gitan dans un avion, si le Gitan ne conduit pas l'avion, c'est compliqué. Il faut lui expliquer tout ça. Il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Il y a une ceinture à mettre, tout va bien. Et donc ils arrivent. Ils arrivent, on répète, on fait Nulle part ailleurs, et on n'a pas fait on n'a pas fini le premier couplet, que les gens sont debout en train de mi café. Et là, c'est le délire, quoi, tu vois. Et donc, du coup, avec ces images, je vais voir Valérie Michelin, je dis, voilà ce qu'on a fait il y a une semaine dans Nulle part ailleurs. Et elle signe. Et non, elle me dit, moi, j'écoute de la musique, je ne regarde pas des images. Vous avez quelque chose à me proposer? Et là, je fais, écoute, on revient demain. C'est ça, mais c'est exactement ça. On revient demain. Écoute, elle me dit, bon, je vous laisse 15 jours et vous me faites 5-6 maquettes, mais au moins qu'on puisse, parce que moi, je suis pas la femme d'un soir, et pour les projets, c'est pareil. Sortir un single d'Yvan Le Bolloc, je m'en tape. Oui. Par contre, un album, une tournée derrière, ça, voilà. Si vous avez envie de travailler dans ce sens-là, revenez dans 15 jours. Et ça s'est fait. Et voilà. Et 15 jours après, on est revenu, on était affûtés, on lui a joué dans son bureau les 5-6 morceaux qu'on avait ultra préparés. Et elle là, était convaincue. Elle a ouvert le fridge, elle a sorti la bouteille de champagne, elle dit, félicitations, vous venez de signer chez Columbia. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la salade. Mais là donc, Caméra Café existait déjà.
Et oui, bien sûr. Caméra café, 7 ans à vous prendre des portes dans la tronche. Oui. J'ai lu ça. Revenez en septembre, monsieur. Et cette idée, alors elle vous est venue en sortant d'Europe 1, vous êtes passé devant une machine à café, et c'est Bruno qui a trouvé le titre, c'est ça ? Exactement. En fait, ça se passe... Vous étiez donc animateur à Europe 1 ou chroniqueur. Vous travaillez. On était là, on avait quand même fait le petit parcours avec le gars Ardisson, embauché par Ardisson, pardon, et embauché par Ardisson pour faire Télézèbre. Bon, l'émission dure 3 mois. Après, Ardisson est viré. Le PDG de France 2, France 3 passe la main. Il est viré lui aussi. Oui. Bon, ok. On retrouve du taf. C'est De Greff qui m'appelle, il dit ouais, j'ai vu votre truc, enfin ma fille vous a vu à la télé, etc. Vous voulez pas venir faire le top 50 sur Canal? Je dis écoutez, si je peux venir avec mon copain Bruno, on est là demain. Il me dit venez avec votre ami, et voilà, nous voilà rentrés à Canal, on fait le top 50 pendant 1 an, on le coule, on le fracasse en deux, c'est-à-dire qu'on le tord dans tous les sens. Vous le tordez, vous y amenez votre esprit, voilà, vous y amenez votre patte. Voilà, mais enfin il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, le numéro 1 du top 50, c'était La Gaffe, quoi, avec Il est beau le lavabo, ou la Zoubida, qui était pas mal non plus. Ou la Zoubida, où là, c'était un chant raciste assumé, tu vois, qui c'est qui a volé une mobilette? Eh ben, c'est l'arabe du coin, bien entendu, pourquoi je pose la question? Bon, c'était un peu caricatural, mais ça revient quand même à ça. Et donc, on fait une année de top 50 et de top album, ou 2, peut-être, et puis à la fin, De Greff nous dit, maintenant, il me faut une émission de rock. On invente le Plein de Super, cette émission qui marche bien. Voilà, qui est coproduite à Europe 1, évidemment. Bien sûr. Avec à l'époque Philippe Gildas, patati patalaire. Donc la première fois qu'on installe un studio de télévision à l'arrière d'un gros Chevrolet. Et puis voilà, après on nous dit à la fin du Plein de Super, au bout d'1 an, De Greff nous dit maintenant il y a un animateur de poids qui aimerait venir sur l'antenne et je vais être obligé de lui filer votre créneau. Sympa. Voilà, sympa, ça fait toujours plaisir. Donc que je me souvienne de cet animateur de poids. Maintenant il est à France 2. Tu sais le philosophe avec les petites lunettes, là, le mec un peu enrobé là. Le philosophe avec les petites lunettes. Qui avait fait. Il est toujours. Ton réel, il l'a. Il est toujours. Et Serge Surpin. Il nous fait le geste. Vas-y, cherche. Et Serge Surpin que je remercie, qui est mon pense-bête, mon remède contre les trous de mémoire. Avec des petites lunettes. Ouais, un universitaire un peu gros qui a bossé avec De Chavannes, qui était le souffre-douleur de Chavannes. Pas Carmouze. Oui, non, pas Carmouze, non. L'autre. Ah. Je vois. Alors là. Oui, il est sur France Télé maintenant. Michel Field. Ah bah oui. Ah mais il avait pas des petites lunettes, Field. Oui, pardon. Non. Moi, lunettes, j'ai pensé à Ruquier tout de suite. Non. Donc on nous dit, De Greff nous dit Field arrive, donc non seulement il va prendre le créneau de la rue le 13-14, le midi 14h tous les jours, mais en plus il veut son sucre, il veut son émission hebdomadaire. Et donc la seule case hebdomadaire qu'il y a, c'est le Plein de Super. Donc au revoir, à bientôt. Salut les copains. Mais vous pourrez revenir en tant que chroniqueur, bien sûr, dans Nulle part ailleurs. Bien sûr. Et là, on avait vraiment les pastèques parce qu'on s'est dit, tu vois, on a touché le rêve du doigt. Oui, et vous y avez fait le job et vous étiez remercié. On était remercié pour comme des lacs, d'accord. Tu vois, voilà, pour faire venir un mec qui vient de l'extérieur. Tu sais, c'est le syndrome Neymar, quoi. Tu vois, c'est le transfert. Faut laisser de la place. Au revoir, à bientôt. Et toi, t'es là, t'as usiné pendant 3 ans, c'est pas cool. Et bref. Là, vous passez devant une machine à café. Et là, on va faire un tour par TF1. Oui. En leur proposant une émission qui s'appelle On n'est pas couché. Déjà. Oui, déjà. Ouais. Après, j'ai refilé le titre à Laurent qui me l'a demandé. Ouais. Et on n'est pas couché. Et on fait 3 émissions. Et là, on est convoqué par Patrick Lelay qui nous dit c'est bien, hein, mais c'est quand même un tout petit peu avant-gardiste. Oui, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, donc voilà. Donc on vous aime beaucoup, mais voilà. Mais faut pas rester là. Le truc avec des gonds et une poignée. Mais du coup, on s'est retrouvé à réfléchir avec Bruno.
Alain Capoff à l'époque, le troisième larron, et là on phosphorait comme des malades. Il fallait trouver, si tu veux, le truc, l'idée, et donc on se tirait la bourre. On était là, on brainstormait comme des malades. Vas-y, pompon, jusqu'à ce que, je sais pas pourquoi, je vais faire une interview à Europe 1, je passe devant la machine à café, et là je dis, c'est ça. Ah, je l'ai. Et ça met 7 ans de porte dans la tronche avant qu'un pilote ne soit. C'est Yann Guetzampis. Oui, exactement. Yann Guetzampis qui est un jeune qui vient de se faire embaucher à M6, à la fiction de M6. Et qui dit allez, on y va. Et puis lui, comme tout jeune qui arrive dans une boîte, qui veut faire ses preuves, il faut qu'il arrive avec une bonne idée. Et il dit j'ai vu ça. On met, je sais pas moi, on met quelques ronds là-dedans, on fait un pilote, on voit ce que ça donne. Et on a vu. Alors, Yvan, dans ces chansons de votre vie, dans cette émission... Je suis désolé, je mouline. Hein. Mais je vous en prie, monsieur. Je mouline, là, ça y va, hein. Je suis chaud. Hein. Mais c'est un grand plaisir. Les gens qui nous écoutent, s'ils sont en train de manger, ils doivent se dire, mais ils respirent quand? Vous inquiétez pas. Au montage, vous respirez. Yvan, vous avez les clés du camion, c'est vous qui êtes le programmateur musical de cette émission, et vous avez choisi une superbe chanson signée paroles et musique de Miossec. Mais là, vous avez voulu nous faire entendre une version interprétée par Nolwenn Leroy. Cette chanson, c'est Brest. Bon, Brest, la ville où vous êtes né, vous avez vu le jour, le 20 décembre 1961. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson? Et pourquoi précisément cette version de Nolwenn? Outre le fait que Nolwenn est charmante, extrêmement jolie, mais pourquoi cette version-là? Parce que celle de Miossec, elle est pas mal. Ah, bien sûr. Comment vous dire? Déjà, je la trouve absolument charmante, Nolwenn. Et qu'elle chante super bien, et que ça soit une femme qui chante ça, c'est un peu inattendu. C'est vrai. Parce que Brest, évidemment, c'est le bout du monde, c'est les frères de la côte, c'est quand même un environnement. C'est un peu gris. Gris. Si on devait donner une couleur. Oui, c'est un peu gris. Depuis que le maire de la ville a été élu, ça va mieux, beaucoup mieux. Mon pote Fanche, avec qui j'étais voisin en banlieue parisienne, c'est un truc de malade, enfin je vous raconterai tout ça. Et donc c'est un univers très masculin. Moi j'ai découvert Brest, j'ai habité le quartier Saint-Marc, c'est un quartier où il y avait la prostitution. Vous avez grandi là? J'ai grandi là. Mais mon grand-père, il était chaudronnier au chantier naval de Brest, à l'arsenal de Brest. Votre papa était délégué syndical, militant communiste. Voilà. Souvent obligé de déménager parce qu'au gré des licenciements de votre papa. Et vous avez déclaré, je vous cite, parce que je trouve cette phrase, un délégué syndical, ça ne fait jamais de vieux os. Donc, vous avez souvent les camions, d'où les déménageurs bretons. D'où les déménageurs bretons, absolument. Et donc, cette ville, elle a autant de masculin que de féminin. En fait, je n'ai pas de réponse à votre question. Si ce n'est que c'est une très belle chanson interprétée par une très belle artiste. Voilà, et qu'elle me met les frissons et qu'elle me donne envie de pleurer quand je l'écoute. Donc, j'ai choisi Brest, écrit par le formidable Miossec. Et Brest, c'est une ville éminemment culturelle. Il y a de grands artistes qui sont là-bas, à part vous. Merci. Il y a Yann Tiersen qui est dans le coin. Il y a Stéphane Miossec. Il y a la femme de Gainsbourg, l'ancienne femme de Gainsbourg, qui a une maison aussi là-bas, du côté du Finistère. Donc, donc on l'écoute. Donc la chanson. Voilà, allez, on va l'écouter. Voilà. C'est bon. Brest, magnifique chanson de Miossec, interprétée par Nolwenn Leroy. Vous dites de vous, Yvan, que vous êtes un Bretagnard. Un Bretagnard. Ouais. Un mi-breton, c'est le mélange entre mi-breton et mi-montagnard. Ouais. La montagne, c'est où pour vous? Oh la montagne, ça commence Gare de Lyon. Pour moi, démarre là. On démarre de là, et puis après, à partir du massif du Beaufortin, etc. La Savoie, la Haute-Savoie. En fait, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est vraiment la vie, c'est vraiment ça, c'est vraiment des rencontres.
qu'est-ce qui a fait que je suis en partie installé là-bas, en Savoie? C'est que un jour, je travaillais comme apprenti photographe dans une compétition de mountain bike, et le soir, en boîte, après la course, il y a un mec qui me dit: ouais, t'es sympa, toi, tu veux pas aller faire du raft à Bourg-Saint-Maurice avec Amanda Lear, Gérard Rolls et PPDA? Je dis: écoute, si on met les trois là ensemble sur le même bateau, pourquoi pas? Ça me plaît, parce qu'il y avait aussi Gérard Jugnot, il y avait Michel Blanc, enfin tout le show business là-bas, voilà, tu vois, était là-bas. Je déboule là-bas, tu vois. Et vous faites des photos. Ça c'était l'époque. C'était après la période Insti. Ouais, voilà. C'est la période apprenti photographe. Voilà, c'est ça. Ouais. Mon rêve, c'était, parce que j'étais aussi pilote de motocross à cette époque-là, et mon rêve, c'était d'intégrer Motojournal ou Moto Verte, un magazine spécialisé dans les sports mécaniques. Dans les sports mécaniques. Et donc, je déboule là-bas. Je connais personne. Et quand je suis dans le train du showbiz, parce que c'est comme ça que vous l'appelez, je me dis: mais merde, à qui je vais parler? Je ne connais personne. Moi, il y a encore de la glaise sous mes semelles, tu vois. Moi, je viens du 78, de ma banlieue, tu vois. Mon père, il est délégué syndical à la CGT. Tu vois, ma mère, elle est mère au foyer, elle s'occupe de nous. Tu vois, on a des fins de mois compliquées qui commencent le 12. C'est ça. Le 12, on est au taquet. C'est ça. Tu vois. Et je suis là, tu vois, et je me dis: merde, bon. Et je vois deux. Je dis: bah tiens, si l'audace me prenait, et ben j'irai parler avec ces deux mecs-là qui ont l'air sympas. Et les deux mecs en question, c'est Jean-Luc Delarue et Olivier Doran, tu vois. Et ils viennent de toucher une émission sur Europe 1. Ce que j'ignore tout à fait. On arrive là-bas, à la gare de Bourg-Saint-Maurice. Des bus viennent nous chercher, des taxis, tu vois. Et on m'emmène à 1800, aux Arcs. On me dit: tiens, tenez, parce qu'on me vous voit, évidemment. On me donne les clés d'une chambre. Je rentre dans la piaule. Et là, sur le plumard, il y a une serviette, mon pote, mais triple bouc, épaisseur comme ça, une montre, 3-4 t-shirts, c'est le paradis. des stylos, une casquette. Et j'appelle la réception, et je dis: voilà, bonjour. J'ai dû me tromper de chambre parce qu'il y a des trucs qui sont pas à moi sur le lit. Et elle me dit: mais si, c'est à vous. C'est des cadeaux. Mais j'ai dit: mais c'est délire le showbiz, je reste. Et là, attends, c'est pas fini. Là, je sors sur la terrasse pour fumer une cigarette, tu vois, prendre l'air, tu vois, me régaler de cette vastitude qui s'offre à moi. Et sur ma gauche, je tourne la tête. Et il n'y a pas Jean-Luc Delarue qui est là, lui aussi en train de fumer une cigarette. Et de découvrir les petits cadeaux. Et de découvrir les petits cadeaux. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Europe 1, tiens. Yvan, on continue notre balade au pays de vos préférences musicales. Donc on a parlé de votre papa, militant communiste, délégué syndical, une vraie conscience politique. Vous avez choisi, je crois que ce n'est pas un hasard, Jean Ferrat, dans les chansons de votre vie. Jean Ferrat avec la chanson, une de ses plus belles chansons, Ma France. Jean Ferrat, vous le rencontrez, alors j'imagine dans un premier temps, vous le rencontrez par disque interposé, par vinyle interposé, il y avait encore des 33 tours vinyle, et puis je crois savoir que vous l'avez rencontré pour de vrai après. Racontez-nous ça. En fait, Jean avait entendu parler de tout le bien que je pensais de lui, qu'effectivement c'était par son biais que je m'étais entre autres forgé une conscience politique, et que j'ai appris beaucoup de choses en écoutant Jean Ferrat. Déjà, j'ai appris à découvrir les poètes, Aragon. Et puis j'ai aussi appris à découvrir l'oppression des républicains espagnols. Comment dirais-je, la Shoah, c'est un des biais, évidemment. Et puisque Jean de son vrai nom, Jean Tannenbaum avait vu son père assassiné en camp de concentration durant. Mais ça, il en a très peu parlé. Il n'en a parlé qu'à la toute fin de sa vie. Oui, mais ça montre aussi, ça révèle plusieurs choses. Déjà, c'est pas un hasard si quelqu'un qui s'appelle Jean Tannenbaum, pour réussir entre guillemets à l'époque dans le show business, et il est obligé de s'appeler Jean Ferrat. Et donc ça évoque quand même beaucoup de choses. Et votre papa écoutait du Jean Ferrat à la maison? Mais oui, mais je veux dire, Jean Ferrat, c'était vraiment la référence musicale. Il y avait ça, Beethoven, Vivaldi, Mozart et Jean Ferrat. C'était le chanteur engagé populaire. Et oui, le chanteur engagé. Et plus Jean Ferrat que Ferret, par exemple. Oui. Tu vois,
parce que il y a derrière Jean Ferrat, il y a un combat politique. Évidemment, un combat politique. Et donc, pour moi, c'est vraiment une. Madeleine de Proust. Ouais, c'est fondamental. C'est comment dirais-je, c'est là où est planté le drapeau, tu vois. Je comprends. Il y a Jean Ferrat, il y a tout ce qu'on apprend, il y a la conscience politique, l'éveil des consciences. Pour moi, c'est un marqueur super important. Et écoutez-le chanter Ma France. C'est une merveille. Et c'est à tomber. La musique et les paroles. Et la musique de Ferrat, parce qu'on parle toujours de ses textes. Et je pense que, en revanche, je pense que c'est Goraguer qui réalise qui arrange. C'est Alain Goraguer qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Les arrangements absolument somptueux. Somptueux de cette chanson. Et là, tu mesures la puissance de la variété française. Et quand tu sais que la variété française, elle va de là. Elle va de Jean Ferrat, en passant par Manu Chao, les Rita Mitsuko, Francis Cabrel, Sheila, Dave... la richesse. C'est absolument... Les Gypsy Kings, Manitas de Plata, cette richesse, cette diversité... Cette chance. Cette chance, cette opportunité, tu vois, c'est la puissance de la France. Ma France, Jean Ferrat, on l'écoute. Ma France, le choix d'Yvan Le Bolloc dans ses chansons de ma vie sur Radio J. Cette chanson nous donne aussi, me donne aussi le plaisir, nous donne à vous, Yvan, et à moi aussi, le plaisir de saluer la mémoire de quelqu'un qui vient de nous quitter, qui est Alain Goraguer, qui était l'arrangeur de cette chanson et qui a vraiment créé des petits écrins musicaux. Ah oui. On parle de musique depuis le début. Lui, c'était vraiment une espèce d'architecte musical absolument génial et qui a mis les plus belles chansons de Ferrat en musique. Vos prises de position politiques, vous ne les avez jamais cachées, vous n'avez jamais mis votre mouchoir par-dessus. On se souvient de vos prises de position pendant la campagne électorale de Ségolène Royal, et plus récemment en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Ces prises de position avouées, déterminées, ça vous a joué des tours dans le métier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu peur de vous? Est-ce qu'il y a eu des omertas? Est-ce qu'il y a eu des espèces de censure faites sur vous à certains moments? Alors ça, je l'ignore parfaitement, et c'est bien comme ça, parce que en fait, même si ça, je n'ose espérer que ça se passe comme ça, qu'aujourd'hui on sélectionne des artistes en fonction de leurs convictions. Ça serait quand même hyper inquiétant, et quand bien même ça existait, eh ben je vais vous dire, comparativement à la lutte des travailleuses et des travailleurs, la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, des gens qui prennent vraiment des risques. Parce que moi je suis un rigolo, enfin je veux dire, comparé à une nana qui va sortir dans les rues à Téhéran et c'est autre chose ça. Et enlever son voile. Voilà. Donc comparaison n'est pas raison, c'est certes. Mais bon, en fait je m'en fous quoi. Je ne peux pas, comment dirais-je, je ne peux pas garder en moi. Ça fait partie de vous. Voilà, ça fait partie de moi. En fait, vous avez oublié aussi l'engagement auprès des Gilets jaunes. Oui. Et alors donc, je ne suis pas gilet jaune. Je gagne très bien ma vie. Voilà, je ne suis pas à partir du 10 à crier misère en me disant « Ouh là là, comment je vais... » Tu vois, mais vous avez une conscience politique et vous l'assumez. Et voilà, il y a certains artistes il y a certains artistes qui pensent que la politique ne doit pas rentrer en ligne de compte. Vous, c'est juste ce que je voulais... oui, après, chacun fait ce qu'il veut. Vous savez partie de votre mission d'artiste. Je discutais un jour avec Henri Salvador, et on parlait politique, et il me disait, jamais j'ai pris position. Et je lui dis, mais... Si, il avait appelé à voter Giscard d'Estaing en 74. Bon. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, mais pourquoi je me fâcherais avec la moitié de ma clientèle? Et donc, j'ai trouvé ça, comment dirais-je, d'une évidence absolue, et je me le dis aussi de temps en temps. Je dis, mais enfin, mais ferme un peu ta bouche. Enfin, je veux dire, tu vas te priver sans doute de plein de gens qui t'aiment parce que tu fais de la comédie, parce que vous aimer, parce qu'ils pourraient t'aimer, parce que c'est des clients quand même. Et voilà. Et je me dis,
Bah écoute, non, j'ai envie d'être aimé pour les bonnes raisons. Et voilà. Pour qui vous êtes. Ok. Et voilà. Yvan, sans tomber dans un voyeurisme coupable qui n'est pas du tout le genre de la maison. Le genre de la maison. On parlait de Jean Ferrat. Bon, bien sûr, il chante en 64, 65, Nuits et brouillards, mais il va mettre beaucoup de temps à parler de ce papa assassiné dans les camps. Vous, est-ce qu'il y a des blessures d'enfance comme ça qui ont contribué à faire l'artiste que vous êtes, qui ont nourri l'artiste que vous êtes? Sans doute parce que il faut à un moment essayer de, comment dirais-je, de remplir la béance. Et donc oui, alors comme je suis un enfant naturel, voilà, comme j'ai été reconnu par mon père adoptif à l'âge de 1 an et demi, et qui m'a déjà donné un nom, ce qui est déjà formidable, le nom de Loboloc. Derrière, il y a des choses qui sont assez lourdes à porter, qu'on traîne, un manque, un besoin, et qu'on répare dans ce besoin d'amour. Qu'on répare comme on peut. On fait du bricolage le dimanche, on sort la scie sauteuse et puis on se colle à l'établi, puis on y va, vas-y pompon, tu vois. Et voilà, on essaye voilà, on est en recherche d'amour, de reconnaissance, et ce côté un peu, comment dirais-je, pas stigmatisé, mais un peu à part. Oui. Tu vois, voilà. On assume au bout d'un moment. Quoi. Au bout d'un moment, tu vas te dire, oh, mais qu'est-ce qui ressemble à sa mère? Qu'est-ce qui se ressemble à sa mère? Tu vois, il y a jamais, mais qu'est-ce qui ressemble à son père? Bien sûr. Donc, bon, bah voilà, tu sais que, tu fais partie d'une petite minorité de gamins, qui n'ont pas l'histoire de la grande majorité. Voilà. Et ce qui fait votre richesse aussi. Et ce qui fait ma richesse, parce que après, ça me porte, alors je ne sais pas pourquoi, apprendre, peut-être des fois d'une façon maladroite, ou fracassante, trop fracassante, le parti des minorités. C'est pour ça que je suis si sensible. Vous savez, je me suis penché sur l'histoire des Gitans, ce peuple stigmatisé, parce que les premiers qui partaient dans les camps, c'était les communistes, les juifs, et les gitans, et les débiles légers, et mentaux. Et les homosexuels. Et les homosexuels. Donc, voilà, moi qui... donc c'est peut-être pour ça que je suis porté vers ces populations-là. Je sais pas pourquoi, mais peut-être pour ça. Si. Une autre minorité qui a eu son artiste, sa voix, son haut-parleur, c'est la minorité kabyle. Ah oui. Et vous avez choisi de nous faire entendre quelqu'un qui nous manque beaucoup dans le paysage musical actuel, qui nous a quittés il y a quelques 3 ans. C'était en mai 2020 qu'il a pris son envol. C'est Idir. Idir, ce magnifique poète qui avait été connu du plus grand nombre en 76 avec une chanson, avec une berceuse au départ qu'il avait composée pour sa fille. Oui, qu'il avait composée pour sa fille et qui devait être chantée par une autre chanteuse. Cette chanson, c'est Avava Inouva. Cette chanson devait être au départ chantée par une certaine Noara, et qui devait venir à Radio Alger, et Idir devait l'accompagner à la guitare. Allez savoir pourquoi les hasards des fois font bien les choses. Noara n'est pas venue. Idir se retrouve un petit peu seul devant le micro. L'animateur lui dit il faut boucher le trou, vas-y. Et donc c'est lui qui chante. Et là il y a une espèce de raz-de-marée qui se fait. Cette voix toute douce, cette voix qu'il ignorait même qu'il avait. Il chante ça, et voilà, et ça devient un tube planétaire, 17 pays traduits en je ne sais combien de langues, enfin un truc de fou, c'est sorti 77 pays et traduit en 15 langues. Idir, vous l'avez rencontré, c'est quelqu'un que vous avez... Oui, on avait un projet, sur le dernier album là, sur Esperanza. On voulait reprendre une chanson de Jean Ferrat. Le poète a toujours raison. Le poète a toujours raison. La femme est l'avenir de l'homme, en fait. d'Aragon. Texte d'Aragon. Et on avait pour projet de la reprendre sur une tonalité, une rythmique un peu rail. Et on voulait convier, parce qu'on a ma guitare s'appelle Revient, c'est un groupe avec des guitares en bois et des chanteurs à la voix d'or. C'est comme ça que je les termine. Donc vous aurez compris que moi je joue plutôt de la guitare. Voilà, je m'essaye pas. Pas encore. Non, mais ça risque pas. Parce que là, quand vous êtes en compagnie de chanteurs gitans, quand je dis ils sont des chanteurs à la voix d'or, ils font pleurer le granit. Ces mecs-là, tu restes à côté et
au bout de 5 secondes, 10 secondes... Ça fend les pierres. Tu vois, t'as les larmes qui montent, quoi. Tellement c'est beau, tellement c'est honnête, tellement ça charrie toute une histoire, des générations et des générations, bref. Et donc, dire donc, voilà, ce projet n'a pas pu se faire. Voilà, et on voulait il s'est envolé trop tôt. Voilà. Mais il nous reste ces chansons. Ava Vainouva, 1976, le tube de l'été 76, on l'écoute. Idir, le choix de Yvan Le Bolloc. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. J'ai eu souvent l'impression qu'il était un peu gêné quand on le ramenait Idir uniquement à cette chanson-là. Il avait une telle œuvre, il a écrit tellement de petites merveilles et composé tellement de petites merveilles. Il assumait entièrement cette berceuse, cet accident heureux. Enfin, et je ne sais pas qui disait le succès est un accident heureux. Bah là, lui, il l'avait eu. Mais c'est vrai je pense qu'il aurait aimé qu'on le découvre. Que le grand public le découvre pour l'ensemble de son œuvre. Vous avez un talent protéiforme, vous avez été animateur à succès, auteur, comédien, musicien. On est dans le pays du fromage, on aime bien mettre les gens dans des tiroirs. Il y a le fromage avec... C'est compliqué de mener tout ça de front. Oui, c'est compliqué, mais enfin bon, en même temps, c'est pas l'usine non plus. Je me lève pas à 5h du matin pour aller me coller derrière une chaîne ou aller distribuer des colis dans un entrepôt Amazon. Mais d'être pris au sérieux pour tout ce que vous savez faire. Mais oui. Après, tu rencontres quand même à un moment les astres s'alignent et puis ta chance est là. Tu vois, moi si j'avais pas pris ce train du show business pour aller m'encanailler à Bourg-Saint-Maurice sur un raft. Je comprends, mais être reconnu en tant que guitariste après avoir été, enfin, on a l'impression parfois que les gens ont vraiment envie de vous mettre quelque part et de vous y laisser. Je vais prendre un exemple. C'est comme ça. Les Francaoui sont comme ça. Ils ont ce côté un peu. Le pays du fromage. C'est fou parce que aux États-Unis, tu fais un carton avec un truc, tu reviens 2 jours après, avec tu dis j'ai un autre truc à vous proposer, mais les mecs ils vont te dérouler le tapis, tu vois. Bien sûr. En France, le tapis rouge. En France, on dit oui, faut voir. Des tiroirs. Attention parce que là, vous avez très très bien réussi avec ce petit format court. Donc, vous allez en faire chance. Non, justement, tu vois, moi j'en ai proposé un autre derrière et plein d'autres. Mais non, les gens te disent non, maintenant il faut vraiment, il faut tirer sur la ficelle. Ce qui est étonnant, en fait, il te faut repartir du fond du couloir. C'est-à-dire que tu as une certaine expertise. Tu as réussi quelque part, tu dis voilà, est-ce que je pourrais vous proposer ça, une alternative, un truc nouveau? Non. Et ce qui est le plus étonnant, Yvan, là vous parlez d'autres alternatives dans la même discipline. Vous avez un talent qui est protéiforme, c'est-à-dire que effectivement jouer de la guitare, jouer la comédie et savoir animer, savoir prendre un micro et tenir une antenne, c'est des métiers différents. Ça doit être encore un petit peu plus dérangeant. Enfin, j'imagine dans la tête de certains qui veulent absolument vous contenir quelque part, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Non, mais je comprends que des fois, je puisse dans le regard de certains... Agacer un peu dirigeants, une espèce de... Mais attends, mais qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Encore, et vous assumez. Ouais, il faut assumer. Et puis, il faut se dire que si il y a des jeunes qui nous écoutent, des filles, des garçons qui nous écoutent et qui ont une bonne idée, ou qui ont envie... Il faut y aller. Allez-y. Mais tapez dans la motte. Il faut y aller, il faut rien lâcher. Voilà, sur ce point de vue, sur ce cas précis, prenez exemple sur moi. Il y a plein d'autres choses où je dirais non, je suis pas du tout un bon exemple. Mais là, faut le faire. Mais prenez exemple sur Bruno Solo et Ma Pomme. Pendant 7 ans, on a fait du porte-à-porte. Bonjour, on a une super idée. Ça coûte 2,50 francs, c'est un programme court. Et ça finit par payer. Et ben voilà. Ça finit par payer. Voilà, il faut surtout pas les écouter eux, parce que eux, ils finissent par vous faire douter. Et c'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'ils finissent par vous transmettre leurs craintes. Ils vous empêchent d'y croire. Et voilà. Ça, c'est surtout ça le plus terrible. On va faire un tout petit retour en arrière. On pourrait parler des journées entières ensemble. Oui, surtout qu'en plus les auditeurs de Radio J ne me connaissent pas. C'est la première fois que je viens. C'est ça. Et donc je pense qu'on va revenir. Et on va prendre rendez-vous. Mais je vais revenir. On va faire un mois complet tous les matins avec vous. Un tout petit retour en arrière. On était en 76 avec Idir. 68, le tube de l'été 68. Alors tube qu'on n'attendait pas du tout. Les Aphrodite Child, les enfants d'Aphrodite. Un leader de groupe qui était gros comme une crevette.
crevette à l'époque qui est Demis Roussos. Mais barbu déjà. Barbu déjà, mais très 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 maigre. Ouais. Et cette chanson, c'est Rain and Tears. Pourquoi cette chanson? Vous étiez trop petit pour emballer Oui. à l'époque. Vous Oui. aviez 68, vous aviez 7 ans. Oui, comme j'étais trop petit pour avoir comme maître étalon Elvis Presley. Mais bon, c'est un transfert. Ma mère adorait Elvis Presley. Et elle adorait aussi les Aphrodite Child. Mais aussi les Aphrodite Child. Et puis il y a pas très longtemps, j'ai demandé à l'un de nos très grands paroliers, qui est Boris Bergman, un garçon absolument délicieux. Je lui dis, qui a tiens, écrit les paroles de Rain and Tears. je lui dis, tiens, tu veux pas me faire un truc, j'aimerais bien proposer à Grand Corps Malade de venir chanter sur une chanson l'espagnol d'un côté, tu vois, avec un de nos chanteurs à nous, et puis la voix de Grand Corps Malade. De Grand Corps Malade. De Fabien. Voilà, de Fabien. Donc fais-moi, est-ce que tu veux m'écrire l'équivalent? Je te file le texte en espagnol et puis tu fais un truc en français, tu vois. Et donc il l'a fait, etc. Et on discute comme toujours avec Boris, avec cet artisan de la chanson française, qui a écrit les plus belles chansons de Bachung, voilà. et qui est un garçon, mais alors, c'est un loukoum, il est délicieux, il est adorable. D'une humanité déroutante. D'une modestie, tu vois, c'est ça la marque des plus grands. Il vous a raconté comment il avait écrit cette chanson. Ça, Mais par contre, vous allez me le dire. C'est absolument génial. Et donc, quand vous m'avez dit, Yvan, choisis 4-5 titres, voilà, qu'on puisse discuter autour. Moi, je vous ai dit, cette chanson, les Aphrodite Child sont coincés à Paris, il n'y a pas de tunnel sous la Manche, on est en plein pendant les événements de 68, l'aéroport d'Orly, plus rien de décolle, du Bourget non plus d'ailleurs, à l'époque c'était le Bourget et Orly, et donc ils se retrouvent chez Phonogramme, leur maison de disques à Paris, et il faut trouver ils n'ont pas de texte. Cette chanson doit être enregistrée, ils n'ont pas de texte. Ils devaient aller à Londres, ils demandent à un jeune auteur qui maîtrise l'anglais parfaitement, Boris Bergman, d'écrire un texte, il l'enferme rue Génère à Paris dans le 13e, et du petit bureau où il l'enferme, il a vu sur la morgue de la Pitié-Salpêtrière, de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et durant toute la journée, il est là le malheureux devant sa feuille blanche, il se doute bien qu'en tant que jeune parolier, là il y a peut-être une chance qui passe et qu'il ne faut pas qu'il la laisse passer, et donc il voit pendant toute la journée des gens sortir de la morgue. Il pleut ce jour-là, on est au mois de juin, il pleut, et on est au mois de mai, il pleut, c'est un printemps pluvieux à Paris, les pavés volent, mais la pluie tombe, voilà. Et il voit des gens ressortir de la morgue de la Pitié-Salpêtrière en larmes. Et donc voilà, Rain, la pluie. Mais c'est pas vrai. Tears, les larmes, Rain and Tears, le tube de l'été 68. On l'écoute tout de suite. Yvan, et vous savez quoi? Mais je crois qu'on est arrivé, ça y est, on est pas arrivé. Vrai. Oui, il va falloir que je laisse partir le El Niño del Finisterrio. Okay. Comme vous étiez baptisé dans un précédent album, je crois. L'actualité, donc c'est cet album Esperanza. Le 29 avril prochain, Concarneau, un grand concert. Oui, il y a un grand concert dans le Finistère, à Concarneau, le pays où les cailloux sont blancs comme neige, comme ils disent là-bas, et toujours avec le sens de la mesure, mais beaucoup de festivals cet été. Et oui, après on va faire la fête de la musique à Alvar, à côté de Grenoble, le 21 juin, la fête de la musique. Mais justement, je crois qu'on est plus original que ça. Je crois qu'on l'a fait le 22 ou le 23 ou voire le 24. On espère faire la fête de l'UMA aussi. On aura la réponse bientôt. Et puis surtout, si vous avez envie de vous déhancher et de frotter vos espadrilles sur le sable cet été, n'hésitez pas. Propulsez-vous vers les plateformes de téléchargement, surtout celles qui ne payent pas leurs impôts en France. et on écoute Esperanza. Et vous écoutez Esperanza. Une toute dernière question, Yvan, que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour? Eh bien, c'est de venir ici à Radio J et de pouvoir vous dire l'Echaim. Merci beaucoup, Yvan. Merci, à très vite. Merci.